Eh bien, écoutez, je suis ravi d'être là. J'ai d'abord été surpris de l'invitation parce que d'habitude, quand les commissions statuent, elles n'invitent pas forcément des gens, j'allais dire, compétents. Je suis médecin, mais si j'ai fait la médecine, c'est pas pour guérir la tuberculose, c'est parce que je me suis rendu très vite compte qu'il y avait une énorme différence entre des gens de 50 et de 70 ans. Il y avait des vieux de 50 ans et des jeunes de 70. Et ce qui m'a toujours passionné, c'était justement d'essayer de comprendre ce qui se passait. Pourquoi certains pouvaient continuer à vivre actifs, heureux, avec des projets très longtemps, et d'autres étaient déjà presque vieux très tôt. Donc j'ai fait médecine, j'ai fait ensuite de la gériatrie, la spécialité médicale qui s'occupe des gens âgés. J'ai pas du tout eu les réponses parce que la gériatrie est évidemment une spécialité passionnante et utile, mais ne traite pas de ce phénomène physiologique qui est la sénescence. On prend en charge en tant que gériatre des gens qui sont en perte d'autonomie. On ne cherche pas à arrêter cette perte d'autonomie. Je me suis tourné vers la physiologie. Je suis diplômé de la fac des sciences, où j'ai fait de la biologie et j'ai immortalisé des cellules. J'ai voyagé dans le monde, j'ai rencontré des tas de gens qui s'intéressaient du coup pas mal à cette thématique et j'en suis arrivé à ouvrir une institution qui est l'Institut qui travaille sur la physiologie et la médecine de la sénescence. Pour faire simple, vieillissement ne veut rien dire. Vieillissement, c'est simplement un marqueur du temps qui passe. C'est-à-dire que vous avez des vieux de 16 ans par rapport à un jeune de 12 ans. Le vieillissement commence à partir de la fusion des gamètes jusqu'à la fin de l'adolescence, et ce qui est le développement. Et ensuite, on est face à ce qu'on appelle la sénescence. Cette sénescence entre, je vous fais le tableau très rapide et vous verrez que ça a tout de même un intérêt par rapport au transhumanisme. 20-30 ans, on est sénescent, mais on a telle réserve qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, la sénescence. 30-50, on est victime de ce que j'appelle le hold-up de la vie, c'est-à-dire entre le travail et la famille, nos vraies 20 plus belles années disparaissent. On se réveille à 50 ans, et 50 ans, 50-60, c'est vraiment un énorme tournant. Le sucre monte, mais on n'est pas diabétique. La tension monte, mais on n'est pas hypertendu. On prend 3 kilos, on a plus de mal à les perdre. Et en plus, chez la femme, c'est évidemment l'accélération considérable du vieillissement qui est liée, enfin du vieillissement, de la sénescence, vous voyez, comme les mots sont inscrits dans notre esprit. Cette ménopause va accélérer la sénescence. Et puis on se retrouve dans la phase des 60-70, et vous savez très bien que l'espérance de vie sans incapacité est de 63 ans pour un homme, 65 ans pour une femme. Hein, et là, on rentre dans une vraie réalité. 70-80, le vrai problème, c'est la perte d'autonomie. Et ça, vous le voyez bien à la MGEN, je pense, à travers toutes les personnes, les accidents, les pathologies, etc. etc. Au-delà de 80, je dirais que la messe est un peu dite, mais ça n'empêche pas de trouver des gens de 90 ans qui vivent assez bien, mais on est en fin de vie. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est en fait de travailler sur la sénescence. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons à travers un outil, et nous sommes les seuls en France à développer cet outil, qui est l'âge physiologique. L'âge physiologique est une notion importante qui est déconnectée de l'âge chronologique. Vous avez un âge chronologique donné par votre date de naissance, et nous pouvons mesurer, grâce à une certaine technologie que j'ai mis en place depuis une trentaine d'années. Ce n'est pas moi qui ai découvert l'âge physiologique. L'âge physiologique date du début du siècle dernier. Elle a été ensuite très développée dans les années 50 aux États-Unis. Il y a eu des études ensuite par les médecins militaires américains sur les conséquences des explosions atomiques de Nagasaki et d'Hiroshima
et de leur impact sur le vieillissement. Donc, tous ces gens ont contribué à mettre en place un certain nombre de techniques qui permettent d'évaluer un état fonctionnel, l'état fonctionnel d'un organe. Je fais simple. Vous avez par exemple les artères. Les artères, leur caractéristique physiologique, c'est la souplesse. Une artère jeune est souple. À 20 ans, elle est souple. Votre artère va se rigidifier tout au long de votre vie, en fonction de vos gènes, de votre environnement, de votre mode de vie. Et on peut mesurer cette rigidité artérielle. Et c'est-à-dire qu'à 50 ans, si vous mesurez la rigidité artérielle d'un individu de 50 ans, et que vous trouvez qu'elle correspond à celle d'un individu dans nos ABAC, de 70 ans, eh bien vous comprenez immédiatement que l'individu en question porte le risque d'un homme de 70 ans et non pas de 50. Donc ça permet au passage d'identifier des populations à risque, plutôt que de rester dans des choses classiques comme le cholestérol, qui sont dépassées depuis très longtemps. La rigidité artérielle est un facteur qui est un facteur intégratif. Elle tient compte de l'âge, du sexe, du fait que vous êtes fumeur ou pas, du fait que vous avez du cholestérol ou pas, du sucre, que vous êtes sédentaire, etc. Et l'intérêt de cet âge physiologique, c'est qu'il peut régresser. Donc si vous modifiez les conditions de vie, si vous modifiez un certain nombre de choses, vous allez avoir la surprise de voir que ces artères sont capables de s'assouplir à nouveau. Et donc vous éloignez l'individu du risque cardiovasculaire. Donc, travaillant dans ce domaine, et mon credo à moi, mon credo de physiologiste, alors d'authentiques spécialistes du vieillissement, puisque je suis gériatre et gérontologue, mais surtout également de physiologiste, c'est de travailler sur cette sénescence. Alors vous me direz, oui, mais nous sommes sur une commission qui traite du transhumanisme. Donc vous êtes gentil, mais est-ce qu'on est dans le thème? Je pense que oui, parce que le transhumanisme qui a été inventé par Huxley, en fait, dans les années 50-60, il souhaitait répondre, en fait, à une problématique qui était très simple, qui était de dire, mais finalement, l'être humain est un ensemble biologique fragile. Ça tombe malade, ça vieillit, c'est insupportable, et ça meurt. C'est totalement insupportable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Et c'est comme ça que des groupes de transhumanistes se sont créés en parlant d'hommes augmentés, d'hommes transformés, d'hommes de tout ce que vous voulez. Et derrière cette réalité, ce terme de transhumanisme, se cache en réalité une extraordinaire hétérogénéité. Moi, allant jusqu'au maximum, soit si on reprend les propos, par exemple, de Kurzweil, qui est le patron de Calico, lui, il imagine tout le monde avec une petite puce à la base de la tête, en train de réfléchir dans un grand nuage, et là, on imagine qu'on est dans un autre monde. On peut s'imaginer aussi d'avoir nos connaissances, enfin ce qui fait notre être, à travers nos pensées, notre expérience, transmis dans une machine. On est loin de là, très loin de là. Et est-ce que c'est ça qu'il faut souhaiter? Je n'en sais rien. Donc moi, je me place dans un courant qui est vraiment totalement différent, qui est celui, ce qu'on appelle du longévisme. Alors c'est amusant parce que, vous voyez, on aime bien les termes comme ça, sans trop savoir ce qu'ils veulent dire. Le longévisme, c'est quoi? C'est simplement de dire qu'il n'y a rien de mieux que le biologique. Et un brin d'ADN est capable de stocker plus d'informations que bien des disques durs. Donc on a de la réserve. On a de la réserve dans le biologique. Et le biologique a cette chose extraordinaire, c'est qu'il peut se régénérer. Et on a énormément d'expériences qui existent depuis des années et qui nous montrent qu'on peut espérer complètement faire exploser la limite d'espèce pour les hommes 122 ans. Mais pour ça, il faut intervenir. Il ne faut pas juste espérer.
et se placer en simple observateur, comme on le fait, comme faut tout le monde, en observant que tous les années, l'espérance de vie totale à la naissance augmente. Vous savez que l'espérance de vie sans incapacité, que l'on appelle en bonne santé, mais c'est un raccourci en bonne santé, hein. Normalement c'est sans incapacité, c'est-à-dire que c'est pire, elle stagne depuis 2008. Si vous regardez les chiffres de l'INSEE, alors c'est compliqué parce qu'il y a plein d'interprétations, il y a des gens, on a longuement discuté. Je vous le dirai à la fin, mais une de mes fonctions est, je suis président de la Société française de médecine et physiologie de la longévité, et nous avons tenu notre colloque au Sénat le 2 décembre. Et parmi les intervenants, nous avions Jean-Marie Robin, qui est un excellent épidémiologiste français, et on a discuté ensemble pendant des heures de ce que voulait dire l'espérance de vie en bonne santé, comment c'était calculé, comment c'était défini, etc. Mais aujourd'hui, et ça c'est l'élément fort, on a des moyens d'intervenir sur cette longévité. Et j'avais d'ailleurs organisé, mais il y a quelques années de ça, un colloque à l'Assemblée nationale qui avait pour thématique de dire, écoutez, demain, supposons que nous ayons une petite pilule, et je pensais à quelque chose, un médicament qui s'appelle la rapamycine, et qui est capable d'augmenter l'espérance de vie d'une souris de 20 ans, enfin en équivalent humain de 25%, donc en équivalent humain de 20 ans. Et je disais, écoutez, imaginez que nous donnions cette pilule à tout le monde et que, non pas sur 50 ans ou un siècle, mais immédiatement, il y a une augmentation de l'espérance de vie de 25 ans en bonne santé. En bonne santé. Et j'avais d'ailleurs invité une représentante des caisses de retraite en disant, mais ça doit être votre cauchemar, ça. Et elle m'avait répondu, mais pas du tout, parce que nous, on a des équations, et donc forcément, les gens partiront plus tard. Alors tout ça prend un écho un peu bizarre, vu ce qui se passe actuellement, et on est toujours avec une déconnexion massive entre les connaissances et les capacités et ce qui se passe dans les rues et dans l'esprit des uns et des autres, véhiculés par des médias qui... Bon, bref. Donc on est aujourd'hui capable d'agir efficacement sur l'état de santé des gens. Et on n'est plus là, en tant que médecin physiologiste, j'insiste bien sur ce terme de médecin physiologiste. La physiologie, c'est l'étude du fonctionnement normal du corps humain. Un médecin pathologiste, un cardiologue, un pneumologue, un endocrinologue, aura une vision différente. Là, je ne me place pas comme un médecin qui veut diagnostiquer ou traiter une insuffisance coronarienne ou une maladie d'Alzheimer. Je me mets dans la situation d'un homme qui souhaite interagir avec la sénescence pour nous garder, nous, le plus longtemps possible en bonne santé. Le terme essentiel étant la bonne santé. Et je pense, pour être encore une fois non pas négatif vis-à-vis du transhumanisme, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit en entrée, le transhumanisme, on ne sait pas trop ce que c'est. Entre des gens qui ont des visions politico-économico derrière ce terme, des gens qui rêvent, et souvent c'est le cas des jeunes qui ont des complexes de geeks et qui pensent que demain la solution sera dans leur tablette et qu'ils vont pouvoir se transformer en quelque chose de non biologique. Moi, je pense que la solution, elle n'est pas du tout le non biologique. La solution, elle est d'aller au bout et de maîtriser notre biologie, et elle nous réservera beaucoup de surprises et beaucoup de surprises positives. Mais ça implique une modification complète de notre vision de la santé. Aujourd'hui, la santé, et c'est ce que j'aime répéter parce que je fais beaucoup de conférences à mes collègues médecins, et je leur dis toujours, il y a un problème de sémantique. On nous appelle des professionnels de la santé alors que nous sommes des professionnels de la maladie. Il faut... Non, mais vous savez,
ces problèmes de sémantique sont extraordinaires, parce que derrière ça, il y a 1000 choses qui se cachent. Alors, il y a des médecins qui sourient parce que c'est évident. C'est évident. Et quand je fais des conférences grand public, je m'amuse toujours à mimer le médecin qui va réclamer, si on arrive justement à traiter définitivement certaines pathologies, vous imaginez, plus de pathologies cardiovasculaires, et vous voyez les cardiologues défiler en disant « rendez-nous nos patients ». Donc, c'est rien de négatif, hein, encore une fois, mais c'est simplement pour vous dire que la physiologie est un autre métier que la pathologie. On est dans autre chose. Et ce n'est pas les campagnes de dépistage de la tension, du diabète, etc., qui feront changer les choses. Bien sûr, on interviendra plus tôt sur des pathologies, ce qui est bien, ce qui est précieux, ce qui est le souhait des laboratoires, de la Big Pharma d'ailleurs, parce que ça leur permet de vendre plus de comprimés plus tôt. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que les gens ne soient pas malades. Or, ça implique, et c'est ça qui est compliqué, ça implique qu'ils souhaitent vivre différemment. Ça implique qu'ils prennent conscience de leur fragilité, qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont et qu'ils souhaitent intervenir sur ce vieillissement et devenir des acteurs de ce vieillissement. Et là, c'est très compliqué. Et vous m'aviez évoqué, là, en lisant vos documents que vous aviez eu la gentillesse de m'envoyer, j'ai vu que vous souhaitiez que j'apporte éventuellement certains documents, mais mon centre, mon institut de médecine et physiologie de la longévité, est en plein déménagement. Donc tout est dans les cartons, et donc je n'ai trouvé que 2 choses pour vous. Un que je vais vous laisser. Pardonnez-moi. Qui est mon dernier bouquin au Cherche-Midi, qui s'appelle « Bien vieillir sans médicaments » et qui résume ma pensée, donc je vous le mets à disposition. Et j'ai retrouvé un courrier international où il y a marqué « Vieillir, ça se soigne ». Et je pense que vous avez tous entendu parler du MIT aux États-Unis, et dans la dernière gazette du MIT, celle de septembre-octobre, ils reprennent cette notion de vieillir, c'est fini. Donc, on a aujourd'hui un vrai problème conceptuel qui dépasse le transhumanisme. Le transhumanisme, aujourd'hui, n'est pas le problème de vous à moi. Je ne crois pas. Le problème, aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas conscients qu'ils ont un capital santé et que ce capital santé, il doit être préservé, amélioré, et dès le plus tôt, dès le plus jeune âge. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué à faire passer. J'aime bien la notion de capital santé. Lors de mon colloque, des gens ont dit « c'est pas un bon terme ». Je crois que c'est un bon terme, parce qu'un capital, ça peut se dilapider et on peut le faire progresser. On peut l'améliorer. Mais ça dépend de nous. Ça dépend, de ce que nous sommes, et nous sommes tous différents. Et là, il y a un gros problème, qui est un problème typiquement français, que vous ne retrouverez pas en Allemagne ou pas aux États-Unis, mais c'est un problème français. C'est nous sommes tous pareils. On parle de la notion d'égalité, et c'est bien qu'on soit tous égaux en droit, mais ce n'est pas le problème. C'est que biologiquement, nous sommes tous différents. Si je nous mets tous les 4 ou tous les 5 sur une ligne droite et qu'on doit faire un sprint, eh bien, je suis désolé, il n'y a pas que notre âge qui va faire la différence. Il y a nos capacités propres. Nous avons des métabolismes différents. Et toutes ces choses-là, il faut en tenir compte pour donner les bons conseils. Et c'est là où on se rend compte qu'on est au fond très loin de cette espèce de moyenne, de normalisation qui est tellement rassurante, mais qui est tellement loin de la réalité individuelle. Or, aujourd'hui, pour être juste, il faut pouvoir tenir compte de cette réalité de chacun. Ce qu'on ne fait pas du tout. Mais ce qu'on ne fait pas du tout. On fait au mieux en disant, ben, écoutez, si vous êtes dans la norme, ben, c'est bien. Donc, voilà, je pense que l'homme qui est en face de vous, qui est un médecin heureux, parce qu'il a choisi
sa voie et il a lutté pour aller dans cette direction-là. On n'est pas nombreux dans le monde. On considère la sénescence comme étant la maladie originelle, celle qui atteint tous les individus et qui va se développer de façon différente chez chacun d'entre nous. Cette sénescence va fragiliser notre organisme et va faire le lit des maladies. Ces maladies vont nous conduire à la perte d'autonomie et à la mort. Nous, notre vision des choses, c'est qu'il faut essayer d'intervenir le plus tôt possible sur cette sénescence, travailler sur ce capital santé pour rester dans la meilleure santé possible le plus longtemps possible. Alors, je répondrai ensuite volontiers à vos questions. Je vous ai parlé de la gériatrie. Je suis membre du CNP de gériatrie, donc, qui est l'organisme représentatif des gériatres. Je suis vice-président de ce CNP. Je suis également membre du conseil d'administration du Collège national des enseignants, du Collège des enseignants universitaires en physiologie. J'ai créé et je dirige la Société française de médecine et physiologie de la longévité depuis bientôt dans un an ou deux, ça fera 20 ans. Je suis membre d'un certain nombre de sociétés mondiales. Je suis vice-président pour l'Europe de ces sociétés qui travaillent justement, qui sont des médecins, des chercheurs et des biologistes, pour intervenir sur ces phénomènes. Donc, c'est à ce titre que je suis ravi d'être là, d'autant, et pour les gens qui sont attachés à l'éthique, comme vous l'êtes, on n'est pas non plus loin d'un certain nombre de dérives possibles. Et je vois qu'en Chine, dans d'autres pays du monde, eh bien, on va très vite, ou on essaye d'aller très vite, et pas forcément dans le respect de l'individu comme nous l'avons, nous, en France. Et là, je suis très fier d'être français, et je le dis partout où je le peux, parce que... Et on a, nous, des gens qui viennent, des consultants qui viennent des États-Unis nous voir à Paris, en nous disant, écoutez, on est très fort, bien sûr, on est les meilleurs aux États-Unis, mais vous êtes très bons également, et surtout, vous avez une éthique. Sous-entendu plein de choses. Mais voilà, donc je crois que c'est très important de travailler dans le respect de l'être humain, dans son intérêt, et le respect est quelque chose qui se perd beaucoup aujourd'hui. Voilà, j'ai fait un tour d'horizon extrêmement court, et je vous prie et je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, c'est une question que nous nous posons, tous les jours. Et j'ai réuni dans ma structure à plusieurs reprises des collègues, des philosophes, des sociologues, des psychiatres, pour essayer de comprendre, même des religieux, figurez-vous, en se disant, mais écoutez, comment se fait-il qu'il n'y a aussi peu d'écho? Et parce que pour moi, ça, c'est une vraie souffrance. C'est une vraie souffrance de voir que la connaissance existe, qu'elle peut être bénéfique à tous, et qu'elle ne diffuse pas. Elle ne diffuse pas, les gens ne s'en emparent pas. Et alors, plusieurs réponses m'ont été faites. Il y a une réponse qui tourne autour de la responsabilité individuelle et que les gens n'ont pas envie de savoir quel est leur état réel et n'ont pas envie de faire les efforts, alors qu'ils ne sont pas malades, pour changer les choses. Et ceci est d'autant plus vrai
que même quand ils sont malades, ils ne font pas forcément les efforts. D'accord ? Et nous, on le voit. Alors là, c'est du basique de la médecine. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous apprenait à la fac de médecine une pathologie, quand on abordait le traitement, il y avait toujours d'abord, en chapitre 1, les règles hygiéno-diététiques. Bon. Et ensuite, en vieillissant, ce chapitre sautait de plus en plus, ou devenait de plus en plus petit, rabougri. Pourquoi ? Parce que les gens ne le font pas. Parce que ça nécessite un effort. Un effort. Et dans un monde de contraintes, dans un monde de stress, eh bien, les gens ont énormément de mal à assumer un effort supplémentaire qui est dans leur quotidien. Quand ils vont boire du vin, c'est un effet anxiolytique. Ils se sentent mieux. Ils se détendent, en particulier le soir. Le tabac détend aussi un certain nombre de gens. Ils se sentent mieux. Alors, on trouve des tas de choses là derrière tout ça. Hein. Mais aller courir 1 heure, ouais, attendez, on est fatigué, aller courir 1 heure. Si on n'a pas l'habitude du sport, si on n'a pas l'ADN du sport, c'est compliqué. Moi, j'aime bien le sport ludique. Alors moi, je suis à un âge, si vous voulez, qui fait que, là, du coup, à 20 ans ou à 25 ans, on ne sait plus trop ce qu'est vieillir. On ne perçoit pas cette sénescence. Mais moi, j'ai 60 ans. Donc, je perçois des choses, je perçois les changements. Et en plus, je suis dans un institut qui passe son temps à mesurer les choses. Alors, je me mesure, mais je me prends en charge. Et regardez ce qui est amusant, juste pour vous faire... ma rigidité artérielle, telle qu'on la mesure chez moi, correspond à celle d'un homme de 27 ans. Alors, ce n'est pas un miracle, il n'y a pas de pilule miracle. Il y a du comportement, il y a des stratégies de correction, il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Mais ça marche. Ça marche. Et c'est ça qui est intéressant. Et lorsque l'on parle d'exercice physique, moi, le premier, je sais très bien ce qu'il faut faire, et je mesure, je connais ma masse musculaire, je sais comment elle évolue, je sais comment évolue ma masse grasse viscérale, qui est un facteur de risque considérable pour les coronaires. Eh bien, quand je me retrouve sur une bicyclette, à la salle de sport, moi j'aime bien la salle de sport, parce que ça me permet de regarder les autres. Il y a des gens qui haïssent ça, moi j'aime bien ça. Eh bien, où je fais de l'elliptique, c'est ennuyeux, c'est fatigant. Moi, le sport en lui-même je suis jamais arrivé au stade des endorphines, si vous voulez, où les gens disent qu'ils sont heureux de faire du sport. Moi, non, je fais du sport, j'aime jouer au tennis, j'aime jouer avec d'autres, avec les enfants, ça m'amuse, je vais courir sur une balle. Mais ça, c'est de l'activité physique, c'est pas de l'entraînement. C'est pas un exercice physique qui permet de lutter contre la sénescence. C'est un véritable exercice physique qu'il faut. Et si vous devez faire 1 heure de cardio-training, 3 fois par semaine, eh bien, je vous dis, il faut avoir une télé en face de vous, parce que vous vous embêtez. Moi, le jour où la télé était en panne avec mon système, je n'ai pu tenir que 18 minutes. 18 minutes parce qu'au-delà, c'était insupportable. Pour l'intellectuel, c'était insupportable. Mais j'accepte de faire du sport, moi, 2 heures, 3 fois par semaine. Mais c'est ce que je fais. Et je mesure les performances. Je vois que s'il n'y a pas d'augmentation de ma masse musculaire, ça ne sert à rien. Il faut donc que je change des choses. Et donc, vous voyez, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que les gens vont vous dire « Mais cher docteur, non, je n'ai pas le temps. » Les gens vont vous dire également « Mais je fais 10 000 pas par jour. » Mais tout ça, ce sont des messages de santé publique qu'il faut tenir, hein, je ne les remets pas en cause. Mais en fonction des individus, ils peuvent être très loin des objectifs. C'est-à-dire que vous pouvez faire 10 000 pas par jour, mais 10 000, alors c'est mieux que 5 000, c'est mieux que 3 000, c'est mieux que d'être grabataire. Mais si vous marchez, la consommation d'énergie est extrêmement faible. La marche ne demande pas d'énergie. En revanche, il faut marcher activement.
Et marcher activement, ça devient un effort. Si je marche 1 heure le matin pour aller à mon bureau, au lieu de prendre un transport en commun, bien, j'arrive en sueur, il faut que je prenne une douche, parce que j'ai fait un effort. Si je me promène, je prends 1h20, c'est bon, je peux aller mettre ma blouse et aller bosser. Mais je n'aurai pas, ça n'a pas la même valeur. Et donc l'exercice physique nécessite un effort, de la transpiration. Et c'est un problème. La nourriture, le cholestérol n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est le sucre aujourd'hui. Or, le sucre joue sur le stress. Vous rentrez le soir, qu'est-ce que vous allez? Vous n'allez pas vers du salé forcément. Vous allez vers du sucre. Et le sucre, vous savez que le sucre est plus addictif que l'héroïne chez les rats. Vous avez tous vu ces expériences où le rat avait le choix entre du sucre et de l'héroïne, il finissait sur le sucre. Ça parle. Ça parle. Et l'industrie agroalimentaire, c'est très très bien utilisé ça. Et quand vous mangez du sucre, eh bien ça monte direct au cerveau et ça joue sur la satisfaction. Et donc après une dure journée, après des trucs de transport pas possibles, eh bien à ce moment-là, vous allez vers le sucre. Et le sucre, de par la glycation, eh bien vous mène à un des mécanismes les plus importants de la sénescence, cette fameuse glycation, que vous pouvez maîtriser en mangeant différemment, en faisant du sport. Vous pouvez le maîtriser, mais c'est compliqué. Si je reviens à un ami que j'ai rencontré aux États-Unis qui s'appelait Roy Walford, qui était patron de la physiologie à UCLA. Il est mort il y a un certain nombre d'années, mais il a défendu ce qu'on appelle la restriction calorique. Et vous savez que la restriction calorique permet de gagner en santé et en longévité. Si vous prenez un petit mammifère, vous doublez sa longévité, enfin son espérance de vie, de 100%, voire plus. Simplement en mangeant restriction calorique. Restriction calorique, c'est sans déficience, mais juste ce qu'il faut en termes de calories, et en faisant de l'exercice. C'est sympa. Vous imaginez que l'espérance de vie d'un être humain passe de 80 à 160 ans, si vous l'appliquez. Ben oui, 80 à 160. Alors, si vous voyez Mme Jeanne Calment à 122 ans et 160, c'est pas 40 ans de plus grabataire. Non, 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 pas du tout. C'est que vous allez rester en bonne santé, alors sur un équivalent jusqu'à 120 ans, par exemple, et ensuite vous allez vous altérer. Donc toutes les périodes de la vie vont être doublées. C'est intéressant, mais qui le fait? Moi, quand je suis revenu des États-Unis, j'étais à l'hôpital Broussais, assistant, et donc j'ai ouvert une consultation dans les années 90, 95, une consultation de restriction calorique. J'ai dit, mon patron trouvait c'est une très bonne idée, on a fait ça. Il y a eu un petit entrefilet dans une gazette quelconque, et en quelques jours, la consultation était pleine pour 6 mois. Oh oui, une après-midi par semaine, 1h30 de consultation, c'est plein tout de suite. C'est 4 patients par consulte, donc vous voyez, c'est plein. Mais la deuxième consultation, il manquait la moitié des gens, et la troisième, il n'y avait plus que 5%. Parce que la restriction calorique demande un effort. Parce que dans la société, si vous avez une famille, si vous avez des amis, vous ne pouvez pas vous mettre en restriction calorique. Ce n'est pas possible, vous avez toujours faim. Mais, si vous regardez les études, plus d'hypertension, plus de cholestérol, plus de diabète, plus de surcharge pondérale. Ça marche à merveille. Donc vous imaginez, la MGEN, tous les médicaments, toutes les statines ou tous les antidiabétiques que vous remboursez, tous les hypertenseurs que vous remboursez, c'est quoi votre budget annuel? Il suffirait que les gens fassent un petit peu de restriction calorique. D'accord? Donc vous voyez, c'est ça le problème de la santé publique. Et beaucoup de gens vont vous dire, OK, moi tout ça je m'en fous. Je mange et je fais ce que je fais. Quand je suis malade, j'ai des médicaments et la société paye. C'est pas méchant de dire ça, c'est pas cynique de dire ça. C'est un simple constat. Un simple constat humain. Ensuite,
Il y a des gens, moi, il y a une personne qui m'a un jour bouleversé, parce qu'elle m'a écouté dans une conférence grand public, et elle me dit, vous savez, ce que vous racontez est passionnant. Mais vous savez, moi, ça ne m'intéresse pas d'allonger ma vie. Moi, j'ai une vie de merde. Donc, il ne faut pas l'allonger. J'attends que de partir. Ça m'a pris au cœur. Il y a ça aussi. Et puis, il y a tous les gens qui n'ont pas envie de savoir. Il y a tous les gens qui mènent leur vie comme ça. Et la problématique, là, c'est que justement, il n'y a pas la pilule miracle. Et je pense qu'en termes de longévité ou en termes de santé, elle n'existera jamais. On a des médicaments qui peuvent agir sur la longévité, comme je vous citais la rapamycine. On a la metformine qui est très intéressante, qui est un antidiabétique oral qu'on connaît depuis le Moyen-Âge. Hein, c'est une plante, en fait, qui fait baisser la glycémie, mais qui ne joue pas que sur la glycémie, qui joue sur certains gènes de la longévité, qui joue sur le stress oxydant, qui joue sur les maladies cardiovasculaires, sur plein de choses. C'est absolument passionnant. Ai-je répondu à votre question ? C'est une question, c'est une merveilleuse question, mais on a jusqu'à 21 heures. Voilà. Bah, du coup, on pourra rester. Moi, je suis profondément un homme de paix et d'entente. Donc, ce que vous me dites et tout ce que la science peut amener en connaissance au profit de la paix me paraît, et de la paix durable et de la santé durable, me paraît quelque chose de fondamental. Moi, ça me parle. Le problème, c'est que c'est très théorique. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous donner un exemple très simple de ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. À travers un de nos consultants qui était le médecin-chef international d'un grand groupe pharmaceutique, qu'on ne citera pas, et qui donc suivait nos prises en charge, et il me dit, mais c'est dommage, on n'arrive pas à faire quelque chose avec l'industrie pharmaceutique. Et il me dit, j'ai peut-être une piste pour vous. Parce que nous n'intervenons pas sur des maladies. Donc il n'y a par définition pas de financement. D'accord ? Bah oui. On a des gens qui nous font confiance, qui viennent et qui payent les conseils qu'on leur donne. Même si nos structures sont des associations loi 1901, il faut payer le loyer, il faut payer les salariés, il faut etc. Donc, on travaille dans cet esprit-là. Et ils m'ont dit, écoutez, il y a à Harvard un professeur de biologie qui s'intéresse au vieillissement. Et on va essayer de parler ensemble. Et on a fait un entretien téléphonique avec son équipe et moi, et j'ai décrit ce que je faisais. Et le gars m'a dit, écoutez, c'est simple, ça n'existe pas. Il n'y a pas dans le monde une seule cohorte prospective telle que vous l'avez. Ça n'existe pas. Je dis, ici, chez nous, ça existe. Il me dit, les cohortes gériatriques, il y en a partout, partout. Il suffit de se baisser pour en attraper, il y en a partout. Et alors, il me dit, ça vous ennuie qu'on vienne ? Je suis bien sûr que non. Et ils sont venus. Ils ont fait Boston, Paris, Boston. Et j'ai redécouvert l'esprit américain. C'est-à-dire, il dit, il faut qu'on fasse un travail ensemble, mais il y a 2 problèmes qu'il faut qu'on résolve. C'est 1, qui finance, et à qui sont les datas. Ce qui n'est pas du tout l'esprit français. L'esprit français, on se rencontre, on discute, c'est une bonne idée, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je fais ça, et puis on publiera. Personne ne sait qui sera en premier sur les publications, mais on s'arrange, quoi. On s'arrange, on s'engueule, et puis voilà. C'est notre vision des choses. Et là, le gars vous dit, qui finance ? Et donc, on a trouvé, il y a un gros laboratoire qui disait, OK, on peut mettre $3 millions, etc. là-dessus.
Et on a commencé à travailler. Et pas de chance, la gouvernance a changé. Et le département de ce labo a été supprimé parce que la nouvelle gouvernance a dit, attendez, c'est contre-productif votre affaire. Nous, on travaille sur des médicaments. C'est les médicaments qui nous font vivre. Si quelque part, et les médicaments sont remboursés par la sécurité sociale, par les mutuelles, et donc ça rend les gens solvables. Tandis que quand vous partez sur quelque chose de différent, les gens ne sont plus solvables. Et à ce moment-là, ils doivent payer, et donc la part de marché se réduit. Et donc, vous voyez la problématique de l'argent là-dedans. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire que qui a intérêt à ce qu'on reste en bonne santé? C'est 11% du PIB, le domaine de la santé. Enfin, le domaine de la pathologie, pardonnez-moi. C'est énorme. Vous avez vu tous les gens qui travaillent grâce aux pathologies? Et donc, bouleverser ce système économique, qui est mon vœu le plus cher, mais ça veut dire aller contre un certain nombre d'intérêts. Alors, j'ai le courage de vous le dire, hein, tout le monde le pense tout bas, hein, tout le monde le sait, ça, mais c'est tout de même un problème. Et alors, du coup, on crée une inégalité. On crée une inégalité entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Ceux qui font le choix de pouvoir ou ceux qui font le choix de ne pas pouvoir. Parce que c'est assez intéressant dans les gens qui nous consultent. Vous avez tout le panel des catégories socio-professionnelles et, pour vous faire sourire, il y a une profession qui est surreprésentée, sont les enseignants du secondaire. D'accord? C'est amusant, ça, parce qu'ils ne sont pas très riches, hein, par rapport à des capitaines d'industrie, par rapport à des avocats, des fiscalistes, des médecins, toutes sortes de chefs d'entreprise. Et on a tout. On a même un rocker qui est le seul rocker qui nous reste, enfin un des seuls rockers qui nous reste. Je vous laisse deviner. Et alors, je parle de lui, pourquoi? Parce qu'il est le seul qui permette qu'on utilise son nom et son image, parce que les gens, quand ils viennent chez nous, n'ont qu'une seule désir, c'est d'être anonymes. Vous savez, c'est comme les gens qui vont faire de l'esthétique, qui se font tirer comme ça et qui disent « Ah mais non, j'ai bonne mine, c'est tout, j'ai arrêté le vin, ou j'ai arrêté le tabac. » N'importe quoi. Et donc Hugo Frey, pour ne pas le nommer, il a 90 ans. Et vous voyez ce qu'il est capable d'abattre à 90 ans. Mais c'est 10 ans de prise en charge. Et on arrive à ça. Et lui, il fait de la sculpture alors que d'autres font de la peinture sur soie, à son âge. Et il est plein de projets. Donc, la différence, elle est là. Le désir d'aller au-delà. Mais évidemment, le désir nécessite la connaissance et nécessite de faire des choix. C'est comme moi, quand je décide d'aller faire mes 2 heures de sport. Je mesure les choses. Je le fais parce que c'est bon pour moi. Le gâteau, j'adore les pâtisseries. D'accord? J'en mange plus. Ou alors, là, je me prépare, j'ai mes enfants qui vont avoir, j'ai des jumeaux, donc on va avoir leur anniversaire bientôt. Je vais faire ça, mais je ferai un peu plus de sport. Vous voyez? Donc il y a plein de choses comme ça. Mais l'inégalité, ensuite, elle va être terrible parce que vous allez avoir les gens qui font, et ça ne sera pas qu'un problème financier, ça sera un problème de désir et de volonté, et les gens qui ne font pas. Et qu'est-ce qui va se passer quand des gens qui auront 80 ans ou 90 ans d'âge chronologique vont se dire « Ah ben moi, je vais aller faire du surf et de la planche à voile en profitant des retraites, pendant que d'autres seront à 65 ans dans un lit d'hôpital à souffrir. » Ça crée un problème. Qu'est-ce que ça va représenter également comme problématique? Alors là, vous voyez que le débat sur les retraites explose complètement. Tout ce qu'on vit actuellement n'a aucun sens par rapport à ça. D'ailleurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse, si vous me le permettez, sur les retraites. Mon premier congrès de médecins, gérontologue, je l'ai passé aux États-Unis, organisé par les gériatres américains. Il y avait 2000 participants, 2000. Dans ces 2000, il y avait 200 Allemands et 2 Français. Alors la proportion m'avait tellement amusé
que je me suis mis à chercher le second français, que j'ai jamais trouvé. Mais, ça c'est l'anecdote. Mais la chose amusante, elle est que il y avait une session entière, présidée par le secrétaire d'État à la Santé, sur l'organisation de la société. Et, à l'époque, ce qui représente quasiment 40 ans en arrière, 40 ans, je veux dire, c'est pas hier, ils étaient en train de réfléchir sur cette organisation-là. Actuellement, nous, c'est formation, travail, retraite. Mais pourquoi ne pas imaginer formation, travail, des années de vacances, reformation, retravail, etc. Et ça pourrait continuer dans une logique de grande longévité, en bonne santé, ça pourrait continuer jusqu'au moment où, là, le corps ne suivant plus, là, la retraite s'impose. Donc, ça permettait de faire plusieurs zones de travail dans la vie, ça permettait de changer de profession si on le voulait. C'est donc quelque chose de tout à fait extraordinaire. Mais ça casse complètement cette notion que nous avons, nous, chevillée dans l'esprit, pas au corps, mais dans l'esprit, qui consiste à dire, on est prêt à, j'utiliserai un terme peut-être, à s'embêter pendant 40 ans pour gagner sa retraite. C'est comme ça que beaucoup de gens travaillent aujourd'hui. Et ils sont malheureux. Moi, j'ai la chance, probablement comme vous, de faire un travail que j'aime. Donc, le dimanche, si j'ai rien à faire, je prends un de mes bouquins de sciences et je travaille. Parce que c'est mon bonheur. C'est mon vice, si on veut. Mais tout le monde n'a pas cette possibilité ou cette chance-là. Donc, c'est cette inégalité qui va devenir terrible. Et imaginez cette inégalité en termes de nord-sud. Parce que, imaginez que les gens ne disparaissent plus. Ils ont envie de continuer à bénéficier de leurs avantages. Ils n'ont pas envie qu'on vienne leur prendre. Et je crois qu'on arrive là à des difficultés à terme. Et ça peut aller plus vite qu'on ne le croit. Parce qu'aujourd'hui, à travers nos connaissances scientifiques, c'est possible, c'est faisable. Maintenant, l'intelligence artificielle. Moi, je m'interroge beaucoup sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, l'intelligence, c'est la capacité de résoudre un problème nouveau. C'est une définition hyper simple. Elle n'est pas si mauvaise que ça. Bon. Or, aujourd'hui, je n'ai pas ouï dire de machine capable de résoudre un problème nouveau. Les machines ont une capacité de calcul de plus en plus phénoménale qui permet d'analyser de plus en plus de situations à un temps de plus en plus court pour proposer une solution. Mais ce sont en fait que des capacités techniques. Si on ne met pas le bon logiciel dedans, c'est compliqué. Alors, bien sûr, les spécialistes me diront, mais si, par exemple, sur le Go, si on est capable de regarder, non pas 5 trucs à l'avance, mais il y a des solutions nouvelles qui peuvent être évoquées par les machines. Peut-être. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr également que l'analyse du big data change les données. Parce que le problème d'une donnée, c'est son exactitude. Or, aujourd'hui, on a un vrai problème par rapport à la qualité de la donnée. Ce n'est pas quand votre smartphone vous pose la question « êtes-vous heureux ou pas ?» qu'on a une donnée qui est fiable ou pas. D'accord ? C'est pas sûr. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à travailler sur des données qui ne sont pas forcément les bonnes. Comment vous donner un exemple de ça ? Vous savez, combien de temps me reste-t-il? Parce que moi, je suis capable de vous mener très loin dans la soirée. On est déjà passé. Alors, ça veut dire que je vous passionne. Est-ce que vous me donnez une minute de conclusion? Si on a... Vous voulez me poser une question peut-être, puisque vous êtes trois.
En médecine, on apprend très vite, un petit peu l'instinct policier, quand on a un patient qui est malade devant soi, c'est d'essayer de bien préciser son histoire, ce dont il a besoin, comment il en est arrivé là, et on se rend compte que les réponses du patient ne sont pas forcément exactes. C'est pas qu'il cherche à vous mentir, c'est que sa perception de la réalité n'est pas forcément objective. Et donc, moi j'ai vu mes maîtres faisant des interrogatoires, posant une question, le patient disait oui, et le maître notait non dans le dossier. Alors, imaginez, alors pour pouvoir dire non dans le dossier, c'était des années, pas des années d'expérience, des dizaines d'années d'expérience et d'intelligence. Là, de l'intelligence pure. Et donc, quand vous êtes face à une application, et c'est peut-être ça qui va rendre encore, qui va permettre à la médecine d'exister encore quelques années, c'est parce que justement, l'interrogatoire du patient est compliqué, très compliqué, et nécessite l'expertise du médecin pour savoir si effectivement on peut en tirer quelque chose, qu'est-ce qu'on va mettre en priorité, etc. Parce que sinon, des systèmes experts comme Watson peuvent faire des diagnostics à 99,9%. Donc vous imaginez, vous êtes là, vous êtes malade, vous interrogez votre ordinateur, vous répondez aux questions, il vous propose un diagnostic, vous le validez, dans le quart d'heure, vous êtes livré avec vos médicaments par Amazon. C'est une façon de procéder. Ça existe déjà aux États-Unis, dans 11 États. Amazon livre les médicaments. Donc, grâce à des softs qui sont des softs très puissants et qui permettent de tenir compte de plein de choses. Est-ce que ça va guérir mieux les gens? On n'en sait rien. Vous savez que la première cause d'échec thérapeutique, c'est pas l'erreur de diagnostic, c'est pas l'erreur de traitement, c'est la non-observance par le patient. Bon. J'espère avoir répondu en tout cas partiellement à votre question, parce que je vois plein d'autres dérivés possibles, mais on manque de temps. Les membres de mon comité scientifique sont tous plus ou moins de l'assistance publique, en grande majorité, mais ce sont des gens qui cherchent justement à travailler différemment. C'est-à-dire qu'ils voient que la solution est probablement ailleurs. Deuxièmement, ils ont des difficultés qui sont considérables. Vous connaissez les difficultés de mes collègues et qui ne sont pas que financières. Il y a aussi beaucoup de problèmes d'organisation administrative. Et quels qu'ils soient, quelles que soient les facs, parce que je couvre la France à travers mes compagnons, mais tous sont conscients que pouvoir intervenir sur cette sénescence est un élément fondamental. Alors, vous avez la gentillesse de m'appeler professeur. Je suis docteur en médecine. C'est vrai que j'ai un titre de professeur, mais qui est à la faculté de Megatren, qui est une faculté de sciences appliquées, qui est à Belgrade. Donc, mais c'est vrai que j'enseigne également. J'enseigne dans plusieurs DU. J'enseigne dans un master de biologie du vieillissement. J'enseigne au niveau du DU longévité et vieillissement. J'enseigne un peu partout parce que mes collègues cherchent à faire rentrer cette sensibilité de prévention plus avant. Mais si je dois donner un mot, un tout dernier mot, si vous me le permettez, et je suis quasiment à vous le voler, je m'en excuse, c'est que cette prévention, elle doit se baser sur des éléments fiables, sur des éléments objectifs. Dire aux gens, mangez comme ça, faites de l'exercice comme ça passe complètement au-dessus, parce que les gens ne se sentent pas concernés. Mais si vous les rentrez dans des petites procédures d'évaluation simples, et moi j'essaye de sensibiliser d'autres mutuelles que la MGEN, mais c'est peut-être l'instant de sensibiliser la MGEN d'ailleurs,
à des examens très simples, mais qui permettent de dépister effectivement des anomalies qui vont déboucher sur des pathologies. Donc l'idée, c'est d'identifier des populations à risque où là, on a un intérêt majeur à intervenir dans le cadre d'une prévention active. Donc je lance par ma présence ici également un appel à la MGEN.